Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'un roman de Zola, Thérèse Raquin. Nous en étions au chapitre 5, je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Camille étala ses volumes de Buffon et ses livraisons à 10 centimes pour montrer à son ami qu'il travaillait lui aussi. Puis, comme répondant à une question qu'il s'adressait depuis quelques instants, « Mais, dit-il à Laurent, tu dois connaître ma femme. Tu ne te rappelles pas de cette petite cousine qui jouait avec nous à Vernon ?»« J'ai parfaitement reconnu madame, » répondit Laurent en regardant Thérèse en face. Sous ce regard droit qui semblait pénétrer en elle, la jeune femme éprouva une sorte de malaise. Elle eut un sourire forcé et échangea quelques mots avec Laurent et son mari. Puis elle se hâta d'aller rejoindre sa tante. Elle souffrait. On se mit à table. Dès le potage, Camille crut devoir s'occuper de son ami. « Comment va ton père ?» lui demanda-t-il. « Mais je ne sais pas, » répondit Laurent. « Nous sommes brouillés. Il y a 5 ans que nous nous écrivons plus. »« Bah, » s'écria l'employé, étonné d'une pareille monstruosité. « Ouais. Le cher homme a des idées à lui. Comme il est continuellement en procès avec ses voisins, il m'a mis au collège, rêvant de trouver plus tard en moi un avocat qui lui gagnerait toutes ses causes. Ah, le père Laurent n'a que des ambitions utiles. Il veut tirer parti même de ses folies. »« Et tu n'as pas voulu être avocat ?» dit Camille de plus en plus étonnée. « Ma foi, non. » reprit son ami en riant. « Pendant 2 ans, j'ai fait semblant de suivre les cours, afin de toucher la pension de 1200 francs que mon père me servait. Je vivais avec un de mes camarades de collège, qui est peintre. Et je m'étais mis à faire aussi de la peinture. Cela m'amusait. Le métier était drôle, pas fatigant. Nous fumions, nous blaguions tout le jour. La famille Raquin ouvrait des yeux énormes. Par malheur, continua Laurent, cela ne pouvait durer. Le père a su que je lui contais des mensonges. Il m'a retranché net mes 100 francs par mois en m'invitant à venir piocher la terre avec lui. J'ai essayé alors de peindre des tableaux de sainteté, mauvais commerce. Comme j'ai vu clairement que j'allais mourir de faim, j'ai envoyé l'art à tous les diables et j'ai cherché un emploi. Le père mourra bien un de ces jours, j'attends ça pour vivre sans rien faire. » Laurent parlait d'une voix tranquille. Il venait en quelques mots de conter une histoire caractéristique qui le peignait en entier. Au fond, c'était un paresseux, ayant des appétits sanguins, des désirs très arrêtés de jouissances faciles et durables. Ce grand corps puissant ne demandait qu'à ne rien faire, qu'à se vautrer dans une oisiveté et un assouvissement de toutes les heures. Il aurait voulu bien manger, bien dormir, contenter largement ses passions, sans remuer de place, sans courir la mauvaise chance d'une fatigue quelconque. La profession d'avocat l'avait épouvanté, et il frissonnait à l'idée de piocher la terre. Il s'était jeté dans l'art, espérant y trouver un métier de paresseux. Le pinceau lui semblait un instrument léger à manier, puis il croyait le succès facile. Il rêvait une vie de volupté à bon marché, une belle vie pleine de femmes, de repos sur les divans, de mangeailles et de saouleries. Le rêve dura tant que le père Laurent envoya des écus, mais lorsque le jeune homme, qui avait déjà 30 ans, vit la misère de l'horizon, il se mit à réfléchir. Il se sentait lâche devant l'horizon. Il se mit... Et lorsqu'il avait 30 ans, la misère de l'horizon, il se mit à réfléchir, et il se sentait lâche devant les privations, Il n'aurait pas accepté une journée sans pain pour la plus grande gloire de l'art. Comme il le disait, il envoya la peinture au diable, le jour où il s'aperçut qu'elle ne contenterait jamais ses larges appétits. Ses premiers essais étaient restés au-dessous de la médiocrité. Son œil de paysan voyait gauchement les salements la nature. Ses toiles boueuses, mal bâties, grimaçantes, défiaient toute critique. D'ailleurs, il ne paraissait point trop vaniteux comme l'artiste. Il ne se désespéra pas outre mesure lorsqu'il lui fallut jeter les pinceaux. Il ne regretta réellement que l'atelier de son camarade de collège. Ce vaste atelier,
dans lequel il s'était si voluptueusement vautré pendant 4 ou 5 ans. Il regretta encore les femmes qui venaient poser et dont les caprices étaient à la portée de sa bourse. Ce monde de jouissances brutales lui laissa de cuisants besoins de chair. Il se trouva cependant à l'aise dans son métier d'employé. Il vivait très bien en brut. Il aimait cette besogne au jour le jour, qui ne le fatiguait pas et qui endormait son esprit. 2 choses l'irritaient seulement, il manquait de femmes. Et la nourriture des restaurants à 18 sous n'apaisait pas les appétits gloutons de son estomac. Camille l'écoutait, le regardait avec un étonnement de niais. Ce garçon débile dont le corps mou et affaissé n'avait jamais eu une secousse de désir rêvait puérilement à cette vie d'atelier dont son ami lui parlait. Il songeait à ces femmes qui étalent leur peau nue. Il questionnait Laurent. Alors, lui dit-il, il y a comme ça des femmes qui ont retiré leur chemise devant toi ? Mais oui, répondit Laurent en souriant et en regardant Thérèse qui était devenue très pâle. C'est de vous faire un singulier effet, reprit Camille avec un rire d'enfant. Moi, je serais gênée. La première fois, tu as dû rester tout bête. Laurent avait élargi une de ses grosses mains, dont il regardait attentivement la paume. Ses doigts eurent de légers frémissements. Des lueurs rouges montèrent à ses joues. La première fois, reprit-il, comme se parlant à lui-même, je crois que j'ai trouvé ça naturel. C'est bien amusant ce diable d'art. Seulement, ça ne rapporte pas un sou. J'ai eu pour modèle une rousse qui était adorable, des chairs fermes, éclatantes, une poitrine superbe, des hanches d'une largeur. Laurent leva la tête et vit Thérèse devant lui, muette, immobile. La jeune femme le regardait avec une fixeté ardente. Ses yeux d'un noir mat semblaient 2 trous sans fond. Et par ses lèvres entr'ouvertes, on apercevait des clartés roses dans sa bouche. Elle était comme écrasée, ramassée sur elle-même. Elle écoutait. Les regards de Laurent allèrent de Thérèse à Camille. L'ancien peintre retint un sourire. Il acheva sa phrase d'un geste un peu large et voluptueux, que la jeune femme suivit du regard. On était au dessert, et Madame Raquin venait de descendre servir une cliente. Quand la nappe fut retirée, Laurent, songeur depuis quelques minutes, s'adressa brusquement à Camille. « Tu sais, lui dit-il, il faut que je fasse ton portrait. » Cette idée enchanta Madame Raquin et son fils. Thérèse resta silencieuse. « Nous sommes en été, » reprit Camille. « Et comme nous sortons du bureau à 4 heures, je pourrais venir ici et te faire poser pendant 2 heures, le soir. Ce sera l'affaire de 8 jours. » « C'est cela, » répondit Camille, rouge de joie. « Tu dîneras avec nous. Je me ferai friser et je mettrai ma redingote noire. » 8 heures sonnaient. Grivet et Michou firent leur entrée. Olivier et Suzanne arrivèrent derrière eux. Camille présenta son ami à la société. Grivet pinça les lèvres. Il détestait Laurent, dont les appointements avaient monté trop vite, selon lui. D'ailleurs, c'était toute une affaire que l'introduction d'un nouvel invité. Les hôtes des Raquin ne pouvaient recevoir un inconnu sans quelque froideur. Laurent se comporta en bon enfant. Il comprit la situation, il voulut plaire, se faire accepter d'un coup. Il raconta des histoires, égaya la soirée par son gros rire, et gagna l'amitié de Grivet lui-même. Thérèse, ce soir-là, ne chercha pas à descendre à la boutique. Elle resta jusqu'à 11 heures sur sa chaise, jouant et causant, évitant de rencontrer les regards de Laurent, qui, d'ailleurs, ne s'occupait pas d'elle. La nature sanguine de ce garçon, sa voix pleine, ses rires gras, les senteurs âcres et puissantes qui s'échappaient de sa personne troublaient la jeune femme et la jetaient dans une sorte d'angoisse nerveuse. Chapitre 6. Laurent, à partir de ce jour, revint presque chaque soir chez les Raquin. Il habitait rue Saint-Victor, en face du port au vin. Un petit cabinet meublé qu'il payait 18 francs par mois. Ce cabinet mansardé, troué en haut d'une fenêtre à tabatière, qui s'entrebâillait étroitement sur le ciel, avait à peine 6 mètres carrés. Laurent rentrait le plus tard possible dans ses galetas.
Avant de rencontrer Camille, comme il n'avait pas d'argent pour aller se traîner sur les banquettes des cafés, il s'attardait dans la crèmerie, où il dînait le soir. Il fumait des pipes en prenant un Gloria, qui lui coûtait 3 sous. Puis il regagnait doucement la rue Saint-Victor, flânant le long des quais, s'asseyant sur les bancs, quand l'air était tiède. La boutique du passage du Pont-Neuf devint pour lui une retraite charmante, chaude, tranquille, pleine de paroles et d'attentions amicales. Il épargna les 3 sous de son Gloria et but un gourmand, l'excellent thé de Madame Raquin. Jusqu'à 10 heures, il restait là, assoupi, digérant, se croyant chez lui. Il ne partait qu'après avoir aidé Camille à fermer la boutique. Un soir, il apporta son chevalet et sa boîte à couleurs. Il devait commencer le lendemain le portrait de Camille. On acheta une toile, on fit des préparatifs minutieux, enfin l'artiste se mit à l'œuvre, dans la chambre même des époux. Le jour, disait-il, y était plus clair. Il lui fallut 3 soirées pour dessiner la tête. Il traînait avec soin le fusain sur la toile, à petits coups, maigrement. Son dessin, roi des secs, rappelait d'une façon grotesque celui des maîtres primitifs. Il copia la face de Camille comme un élève copie une académie, d'une main hésitante avec une exactitude gauche qui donnait à la figure un air renfrogné. Le 4e jour, il mit sur sa palette de tout petits tas de couleurs et il commença à peindre du bout des pinceaux. Il pointillait la toile, de minces taches sales, il faisait des hachures courtes et serrées, comme s'il se fût servi d'un crayon. À la fin de chaque séance, Madame Raquin et Camille s'extasiaient. Laurent disait qu'il fallait attendre que la ressemblance allait venir. Depuis que le portrait avait commencé, Thérèse ne quittait plus la chambre changée en atelier. Elle laissait sa tante seule derrière le comptoir. Pour le moindre prétexte, elle montait et s'oubliait à regarder peindre Laurent. Grave toujours, oppressée, plus pâle et plus muette, elle s'asseyait et suivait le travail des pinceaux. Ce spectacle ne paraissait cependant pas l'amuser beaucoup. Elle venait à cette place comme attirée par une force, et elle y restait comme clouée. Laurent se retournait parfois, lui souriait, lui demandait si le portrait lui plaisait. Elle répondait à peine, frissonnait puis reprenait son extase recueillie. Laurent, revenant le soir à la rue Saint-Victor, se faisait de longs raisonnements. Il discutait avec lui-même s'il devait ou non devenir l'amant de Thérèse. « Voilà une petite femme, se disait-il, qui sera ma maîtresse quand je le voudrai. Elle est toujours là, sur mon dos, à m'examiner, à me mesurer, à me peser. Elle tremble, elle a une figure toute drôle. Muette et passionnée, à coup sûr, elle a besoin d'un amant. Cela se voit dans ses yeux. Il faut dire que Camille est un pauvre cire. » Laurent riait en dedans, au souvenir des maigreurs blafardes de son amie. Puis il continuait. Elle s'ennuie dans cette boutique. Moi j'y vais, parce que je ne sais où aller. Sans cela, on ne me prendrait pas souvent au passage du Pont-Neuf. C'est humide, triste. Une femme doit mourir là-dedans. Je lui plais, j'en suis certain. Alors pourquoi pas moi plutôt qu'un autre? Il s'arrêtait et il lui venait des fatuités. Il regardait couler la scène d'un air absorbé. « Ma foi, tant pis, s'écriait-il. Je l'embrasse à la première occasion. Je parie qu'elle tombe tout de suite dans mes bras. » Il se remettait à marcher à des indécisions, et des indécisions le prenaient. « C'est qu'elle est laide, après tout, pensait-il. Elle a le nez long, la bouche grande, je l'aime pas du tout d'ailleurs. Je vais peut-être m'attirer quelques mauvaises histoires. Cela demande réflexion. » Laurent, qui était très prudent, roula ses pensées dans sa tête pendant une grande semaine. Il calcula tous les incidents possibles d'une liaison avec Thérèse. Il se décida seulement à tenter l'aventure lorsqu'il se fut bien prouvé qu'il avait un réel intérêt à le faire. Pour lui, Thérèse, il est vrai, était laide. Et il ne l'aimait pas, mais en somme, elle ne lui coûterait rien. Les femmes qu'il achetait à bas prix n'étaient certes ni plus belles ni plus aimées. L'économie lui conseillait déjà de prendre la femme de son ami. D'autre part, depuis longtemps, il n'avait pas contenté ses appétits. L'argent était rare, il sevrait sa chair,
et il ne voulait point laisser échapper l'occasion de la repaître un peu. Enfin, une pareille liaison, en bien réfléchissant, ne pouvait avoir de mauvaise suite. Thérèse aurait intérêt à tout cacher. Il la planterait là aisément quand il voudrait. En admettant même que Camille découvrit tout et se fâchât, il l'assommerait d'un coup de poing. S'il faisait le méchant, la question de tous les côtés se présentait à Laurent, facile et engageante. Dès lors, il vécut dans une douce quiétude, attendant l'heure. À la première occasion, il était décidé à agir carrément. Il voyait dans l'avenir des soirées tièdes. Tous les Raquin travailleraient à ses jouissances. Thérèse apaiserait les brûlures de son sang. Madame Raquin le cajolerait comme une mère. Camille, en causant avec lui, l'empêcherait de trop s'ennuyer. Le soir, dans la boutique, le portrait s'achevait. Les occasions ne se présentaient pas. Thérèse restait toujours là, accablée et anxieuse, mais Camille ne quittait point la chambre, et Laurent se désolait de ne pouvoir l'éloigner pour une heure. Il lui fallut pourtant déclarer, un jour, qu'il terminerait le portrait le lendemain. Madame Raquin annonça qu'on dînerait ensemble et qu'on fêterait l'œuvre du peintre. Le lendemain, lorsque Laurent eut donné à la toile le dernier coup de pinceau, toute la famille se réunit pour crier à la ressemblance. Le portrait était ignoble, d'un gris sale, avec de larges plaques violacées. Laurent ne pouvait employer les couleurs les plus éclatantes sans les rendre ternes et boueuses. Il avait malgré lui exagéré les teintes blafardes de son modèle. Et le visage de Camille ressemblait à la face verdâtre d'un noyer. Le dessin grimaçant convulsionnait les traits, rendant ainsi la sinistre ressemblance plus frappante. Mais Camille était enchanté. Il disait que sur la toile, il avait un air distingué. Quand il eut bien admiré sa figure, il déclara qu'il allait chercher 2 bouteilles de vin de champagne. Madame Raquin redescendit à la boutique. L'artiste resta seul avec Thérèse. La jeune femme était demeurée accroupie, regardant vaguement devant elle. Elle semblait attendre en frémissant. Laurent hésita. Il examinait sa toile, il jouait avec ses pinceaux. Le temps pressait et Camille pouvait revenir. L'occasion ne se représenterait peut-être plus. Brusquement, le peintre se tourna et se trouva face à face avec Thérèse. Ils se contemplèrent pendant quelques secondes. Puis d'un mouvement violent, Laurent se baissa et prit la jeune femme contre sa poitrine. Il lui renversa la tête, lui écrasant les lèvres sous les siennes. Elle eut un mouvement de révolte sauvage, emportée, et tout d'un coup, elle s'abandonna, glissant par terre sur le carreau. Ils n'échangèrent pas une seule parole. L'acte fut silencieux et brutal. Chapitre 7. Dès le commencement, les 2 amants trouvèrent leur liaison nécessaire, fatale, toute naturelle. À leur première entrevue, ils se tutoyèrent, ils s'embrassèrent sans embarras, sans rougeur, comme si leur intimité eût daté de plusieurs années. Ils vivaient à l'aise dans leur situation nouvelle, avec une tranquillité et une impudence parfaites. Ils fixèrent leur rendez-vous. Thérèse ne pouvait sortir. Il fut décidé que Laurent viendrait. La jeune femme lui expliqua, d'une voix nette et assurée, le moyen qu'elle avait trouvé. Les entrevues auraient lieu dans la chambre même des époux. L'amant passerait par l'allée qui donnait sur le passage et Thérèse lui ouvrirait la porte de l'escalier. Pendant ce temps, Camille serait à son bureau, Madame Raquin en bas, dans la boutique. C'était là des coups d'audace qui devaient réussir. Laurent accepta. Il avait dans sa prudence une sorte de témérité brutale. La témérité d'un homme qui a de gros poings. L'air grave et calme de sa maîtresse l'engagea à venir goûter une passion si hardiment offerte. Il choisit un prétexte. Il obtint de son chef un congé de 2 heures et il accourut au passage du Pont-Neuf. Dès l'entrée du passage, il éprouva des voluptés cuisantes. La marchande de bijoux faux était assise juste en face de la porte de l'allée. Il lui fallut attendre qu'elle fût occupée, qu'une jeune ouvrière vînt acheter une bague ou des boucles d'oreilles de cuivre. Alors, rapidement, il entra dans l'allée. Il monta l'escalier étroit et obscur.
en s'appuyant au mur gras d'humidité. Ses pieds heurtaient les marches de pierre. Au bruit de chaque heurte, il sentait une brûlure qui lui traversait la poitrine. Une porte s'ouvrit. Sur le seuil, au milieu d'une lueur blanche, il vit Thérèse en camisole, en jupon, toute éclatante. Les cheveux fortement noués derrière la tête. Elle ferma la porte, elle se pendit à son cou. Il s'échappait d'elle une odeur tiède, une odeur de linge blanc et de chair, fraîchement lavée. Laurent, étonné, trouva sa maîtresse belle. Il n'avait jamais vu cette femme. Thérèse, souple et forte, le serrait, renversant la tête en arrière. Et sur son visage couraient des lumières ardentes, des sourires passionnés. Cette face d'amante s'était comme transfigurée. Elle avait un air fou et caressant, les lèvres humides, les yeux luisants. Elle rayonnait. La jeune femme, tordue et ondoyante, était belle d'une beauté étrange, toute d'emportement. On eût dit que sa figure venait de s'éclairer en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair et autour d'elle, son sang qui brûlait. Ses nerfs qui se tendaient, jetaient ainsi des effluves chauds, d'un air pénétrant et âcre. Au premier baiser, elle se révéla courtisane. Son corps inassouvi se jeta éperdument dans la volupté. Elle s'éveillait comme d'un songe, elle naissait à la passion. Elle passait des bras débiles de Camille dans les bras vigoureux de Laurent. Et cette approche d'un homme puissant lui donnait une brusque secousse qui la tirait du sommeil de la chair. Tous ses instincts de femme nerveuse éclatèrent avec une violence inouïe. Le sang de sa mère, ce sang africain qui brûlait ses veines, se mit à couler, à battre furieusement dans son corps maigre, presque vierge encore. Elle s'étalait, elle s'offrait avec une impudeur souveraine. Et de la tête aux pieds, de longs frissons l'agitaient. Jamais Laurent n'avait connu une pareille femme. Il resta surpris, mal à l'aise. D'ordinaire, ses maîtresses ne les recevaient pas avec une telle fougue. Il était accoutumé à des baisers froids et indifférents, à des amours lasses et rassasiés. Les sanglots, les crises de Thérèse l'épouvantèrent presque, tout en irritant ses curiosités voluptueuses. Quand il quitta la jeune femme, il chancelait comme un homme ivre. Le lendemain, lorsque son calme courtois et prudent fut revenu, il se demanda s'il retournerait auprès de cette amante, dont les baisers lui donnaient la fièvre. Il décida d'abord nettement qu'il resterait chez lui. Puis il eut des lâchetés. Il voulait oublier, ne plus voir Thérèse dans sa nudité, dans ses caresses douces et brutales. Et toujours elle était là, implacable, tendant les bras. La souffrance physique que lui causait ce spectacle devint intolérable. Il céda, il prit un nouveau rendez-vous, il revint au passage du Pont-Neuf. À partir de ce jour, Thérèse entra dans sa vie. Il ne l'acceptait pas encore, mais il la subissait. Il avait des heures d'effroi, des moments de prudence et en somme, cette liaison le secouait désagréablement. Mais ses peurs, ses malaises tombaient devant ses désirs. Les rendez-vous se suivirent, se multiplièrent. Thérèse n'avait pas de ses doutes. Elle se livrait sans ménagement à l'endroit où la poussait la passion. Cette femme que les circonstances avaient pliée et qui se redressait enfin, mettait à nu son être entier, expliquant sa vie. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.